Donc voilà, donc ce mécanisme-là est principal et primordial à haute énergie. Voilà, donc vous voyez que j'ai un photon, donc ça c'est un schéma simple, photon d'énergie supérieur à 1,022 MeV, il va me donner un électron et un positron. Vous voyez que le positron, c'est un bêta+, il doit par la suite, lorsqu'il s'arrête, s'il perd son énergie, il va s'annihiler avec un électron, donc il va s'associer à un électron et il va me donner 2 gamma d'annihilation. Vous voyez qu'il me donne un gamma de 511 et l'autre gamma de 511. Donc ça, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai phénomène de création de paires, je dois m'attendre à des gammas d'énergie 0,511 MeV avec. Parce que j'ai création de paires électron-positron. Donc le positron, il va s'annihiler avec l'électron, il va me donner 2 gamma d'annihilation. Et les gammas, ils peuvent interagir par effet Compton ou bien photoélectrique. Donc voilà, si vous voulez, là on schématise ça, si vous voulez le Z en fonction de l'énergie. Vous voyez que par exemple, si je prends par exemple 0,05 MeV et je prends un milieu qui a le 40, donc pratiquement 100% j'ai effet photoélectrique. Donc toute cette zone qui est de ce côté-là, c'est effet photoélectrique. Si je prends par exemple un 0,1 MeV, d'accord, 0,1 MeV, et je prends par exemple Z égale 60, 100% ces gammas vont interagir par effet photoélectrique avec ce Z qui est égal à 60, le milieu qui présente Z égale 60. La même chose, si je prends par exemple 50 MeV, vous voyez que là 50 MeV, et je prends un Z égale 40, pratiquement 100% création de paires. Le mécanisme d'interaction, si vous voulez, du photon avec la matière, c'est création de paires. Dans la partie intermédiaire, vous voyez que si je prends par exemple un MeV et avec Z égale 20, Z égale 30, Z égale 40, j'ai pratiquement effet Compton qui est dominant. Donc ça vous donne la répartition des différents phénomènes, des différents mécanismes d'interaction des photons avec la matière, Z en fonction de l'énergie. Donc ça c'est un schéma qui vous donne le Z en fonction de l'énergie du gamma. Maintenant, l'autre chose qui est importante, si vous voulez, c'est le phénomène, donc, comme j'ai dit, les gammas sont des rayonnements électromagnétiques, ce n'est pas comme les particules chargées. Donc j'ai dit les particules chargées, si j'envoie par exemple des alpha ou bien des bêta ou bien des particules chargées, ils entrent avec un MeV, s'ils sortent par exemple avec 0,5 MeV ou bien 0,3 MeV, ça dépend de l'épaisseur qui est traversée. Donc si vous voulez les particules, toutes les particules, par exemple bêta, toutes les particules peuvent traverser une certaine épaisseur et sortir de l'autre côté, mais ils ne sortent pas avec la même énergie, ils sortent avec des énergies différentes. Donc ça veut dire qu'il y a une dégradation de l'énergie cinétique de ces particules. Donc l'énergie cinétique des particules va varier le long du parcours. Ça veut dire qu'ils perdent progressivement leurs énergies lorsqu'ils traversent le milieu. S'ils arrivent à sortir, c'est-à-dire si l'énergie, si on n'est pas arrivé au parcours, donc toutes les particules vont sortir, mais avec des énergies différentes. Donc il y a une dégradation d'énergie. Pour les photons, non. Les photons, j'envoie des photons, ils peuvent traverser 20 cm. S'ils sortent, ils sortent avec la même énergie. C'est l'intensité qui diminue. D'accord ? Il y a une variation de l'intensité des photons, mais il n'y a pas de variation, si vous voulez, de l'énergie. Je n'ai pas un photon qui va entrer avec un MeV et va sortir avec 0,5 MeV. C'est impossible. Donc on ne peut pas avoir un photon qui entre avec un MeV et il va sortir avec 0,3 ou bien 0,5 MeV. Donc le photon, ou bien il traverse, c'est comme s'il n'a rien traversé, ou bien il interagit, il disparaît. D'accord ? Un photon, ou bien j'ai dit, ou bien il interagit, s'il interagit, il disparaît. C'est pas comme le alpha ou le bêta. Bêta, il interagit, ensuite il interagit, etc. Il perd petit à petit l'énergie. Le gamma, non. Il est atténué, donc c'est l'intensité qui varie. J'envoie 100, je reçois 50, je reçois 20, je reçois 10. Mais du point de vue énergie, ils vont sortir avec la même énergie. S'ils sortent, même s'ils traversent, j'ai dit, un mur, d'accord, il entre avec un MeV, il va sortir avec un MeV. S'il interagit, il a disparu, donc il est absorbé. Première interaction, absorption. Donc les gammas vont subir un phénomène d'absorption, si vous voulez, d'atténuation de l'intensité. Donc il y a une certaine atténuation, donc il y a une certaine absorption. La loi, si vous voulez, on va essayer de trouver cette loi qui gère l'absorption, c'est-à-dire comment varie l'intensité en fonction de l'épaisseur. Donc c'est ça ce qu'on appelle loi d'absorption des photons. D'accord ? Loi d'absorption des photons. C'est très simple. On va la faire très vite. Donc, la loi d'absorption, j'ai dit, j'ai par exemple un matériau, ça c'est mon milieu. J'ai un faisceau, j'envoie des gammas. J'ai une intensité que j'ai dit I0. Par exemple, 1000 photons ou bien 1 million de photons que j'envoie par seconde qui vont tomber sur ce milieu-là.
Si maintenant je vais à une certaine épaisseur x, par exemple je me place ici à une distance x quelconque, une épaisseur x quelconque, l'intensité qui arrive ici, ça va être I de x. C'est ça ce que je cherche. C'est l'intensité après une épaisseur x. Combien il me reste? Lorsque je traverse une épaisseur x, quel est le nombre de photons qui restent? Ce n'est pas qui disparaissent. C'est la même chose que ce qu'on avait vu pour la loi de désintégration radioactive. Tout simplement, je remplace n par i et x par t. J'ai dit à l'instant t égale 0, j'avais n0 noyau. À l'épaisseur x égale 0, j'avais i0. À l'instant t, j'avais n de t noyau. D'accord? À l'épaisseur x, j'avais i de x. D'accord? I va jouer le rôle de n et x il va jouer le rôle de t. D'accord? Pour trouver la loi d'absorption, si vous. Donc j'ai i de x à l'épaisseur x que je cherche. Je connais I0, mais je ne connais pas I de x après une épaisseur x. Maintenant, pour trouver cette loi, on fait exactement la même chose. Je prends entre t, je suppose à l'instant t, j'ai n de t noyau. Maintenant, à l'épaisseur x, j'ai I de x photons. Maintenant, entre x et x plus dx, on fait la même chose pour la loi, ce qu'on a fait pour la loi de transformation. J'ai dit entre t, t plus dt, j'ai une variation qui est égale à du nombre de noyaux dn. Et là, j'ai une variation DI. L'intensité va varier de DI. C'est ce qu'on avait dit pour la loi de transformation, on le dit là aussi. Donc là, si je prends par exemple une épaisseur élémentaire, dx, ça c'est x plus dx. Donc l'épaisseur ici, si vous voulez, c'est dx. Donc la variation de ce i, il va varier. Donc il y a des photons qui vont interagir. D'accord? Il y a des photons qui vont interagir. Cette variation-là, ça va être tout simplement d de i de x. Ce qu'on avait vu pour la loi de transformation radioactive, j'ai dit d de n sur dt est égal à quoi? Est égal à moins lambda n. Moins lambda n. Dans ce cas-là, d de i sur dx est égal à lambda, je dis, c'était la probabilité qu'un noyau pour se désintégrer par unité de temps. Maintenant, je dois trouver une probabilité pour qu'un photon interagisse si vous voulez, par unité d'épaisseur, par unité de longueur. Donc, parce que le temps, c'est la longueur, c'est tout simplement le temps, c'est la longueur, et n, c'est le i. Donc là, si vous voulez, si j'écris maintenant d de i de x, d'accord, est égal à quoi? C'est la probabilité d'interaction. La probabilité, dans notre cas-là, c'est tout simplement n sigma. Vous voyez que j'ai donné le n. Le n, c'est le nombre d'atomes, si vous voulez. N dx, c'est le nombre d'atomes de l'écran d'épaisseur dx. Et sigma, c'est la section efficace, c'est la probabilité d'interaction par effet photoélectrique, ou bien par effet Compton, ou bien par effet création de paires. C'est la somme de 3. G sigma est égal à sigma photoélectrique plus sigma Compton plus sigma de paires. Maintenant, si je multiplie ça, si je multiplie la section efficace par le nombre d'atomes du milieu, donc ça me donne cette probabilité qui est l'équivalent de la constante de désintégration. Donc c'est égal à moins, parce que ça c'est négatif, donc c'est égal à moins sigma n multiplié par i de x, ce qu'on avait fait c'était n de t, d de x. Donc ça c'est la probabilité pour qu'un photon interagisse par unité de temps, ou bien la probabilité qu'a un photon pour interagir avec le matériau par unité de longueur. Donc vous voyez que maintenant d de i de x sur i de x, donc là, le log, il y a une constante d'intégration. La constante d'intégration, pour la déterminer, pour les noyaux, on avait dit à l'instant t égale 0, j'avais n0. Maintenant à l'épaisseur x égale 0, j'avais i0. Donc la constante d'intégration, vous pouvez la voir directement, vous intégrez. D'accord? D de i de x, d de i de x sur i de x égale moins n sigma d de x. Donc vous intégrez, la constante d'intégration c'est à x égale 0, donc vous en déduisez, donc ce qui fait i de x est égal à i0 e à la puissance moins sigma n x. Voici la loi d'absorption des photons. La loi qui vous donne l'absorption des photons. Donc I de x, c'est le nombre de photons qui n'ont pas interagi. C'est comme le n de t. N de t, c'est le nombre de noyaux qui restent. Ce n'est pas le noyau qui se désintègre. C'est exactement la même chose. Et I de x, c'est le nombre de photons qui n'ont pas interagi. Qui n'ont pas interagi, qui traversent, mais qui n'ont pas encore interagi à l'épaisseur x. Donc le nombre de photons présents à l'épaisseur x, après une épaisseur qui est égale à x, égale I0, E epsilon moins sigma n x. Maintenant, si je veux le nombre de photons qui ont interagi, je fais la même chose. C'est I0, j'avais I0 et il me reste I de x.
Maintenant, si je fais la différence I0 moins I de X, ça va me donner le nombre de photons qui ont interagi, qui sont absorbés par le matériau. Donc j'ai I' de X, le nombre de photons qui sont absorbés, hein, I' de X, le nombre de photons absorbés, égale tout simplement I0 facteur de 1 moins E à la puissance moins sigma nx. Voilà. Donc vous voyez que l'absorption est exponentielle. D'accord? La variation, si vous voulez, de nombre de photons en fonction de l'épaisseur, ça varie comme une exponentielle. Donc ça varie, hein, comme la loi de transformation radioactive. Maintenant, tout simplement, on introduit ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation linéaire. C'est ce que j'ai dit, c'est l'équivalent de lambda. C'est la probabilité qu'a un photon pour interagir avec le matériau par unité de longueur. Lambda, c'était la probabilité qu'a un noyau pour se désintégrer par unité de temps. Là, c'est la probabilité qu'a un photon pour interagir avec le matériau par unité de longueur. Parce que là, je travaille l'épaisseur, mais chez le temps. Donc voilà, c'est la même définition, le temps ou les longueurs, ou n tous les i. Donc j'introduis donc cette quantité, mu tout simplement égale sigma n, et mu c'est en centimètres, l'unité c'est en centimètres moins 1. L'unité c'est en centimètres moins 1. Vous voyez que ce mu, hein, il est fonction de sigma n. N, ça dépend du matériau, du milieu. Le plomb, le cuivre, l'aluminium, quel milieu. Et sigma, on avait dit, il dépend de Z et il dépend aussi de l'énergie du photon. D'accord? Ça dépend. Donc le mu, si vous voulez, il varie en fonction de l'énergie. Ça dépend de quelle énergie vous travaillez. Si j'ai des gammas de 1 MeV, ce n'est pas un gamma de 5 MeV. Donc le mu, si vous voulez, il dépend de l'énergie et il dépend du milieu. D'accord? Donc ce mu-là, il dépend de l'énergie du gamma. Donc parfois on parle de ce qu'on appelle coefficient d'absorption massique. Donc ça c'est coefficient d'atténuation ou bien d'absorption linéaire. D'accord? C'est en centimètres moins 1. Vous voyez que là, donc l'expression ça devient I de x égale I0 E à la puissance moins mu x. X en centimètres, mu en centimètres moins 1, automatiquement. Centimètre, centimètre moins 1, donc sans unité, I. Mais ce mu, j'ai dit, ça varie, mais c'est constant. Donc j'ai le plomb et j'ai des gammas de 5 MeV, je cherche le mu correspondant pour me protéger, par exemple, pour la protection contre les rayons X. Pour un médecin, par exemple, pour choisir son milieu, hein, il doit connaître son milieu et il doit connaître l'énergie des X qu'il reçoit. Donc s'il connaît le mu, il doit déterminer le mu et il doit étudier ça. Donc I de X égale I0 E puissance moins mu X. Donc pour lui, il faut qu'il choisisse I de X, cette cône minimale. Par exemple, I de X égale 2% ou bien 5% de I0, par exemple. Donc il doit choisir, donc il doit étudier ça. Il doit choisir de telle manière que ce E de X, I de X, après une épaisseur qu'il a mis de son matériau, par exemple le plomb, il choisit l'épaisseur suffisante pour se protéger contre les gammas. D'accord? Pour se protéger de telle manière que de X soit égal par exemple à 1% ou bien 2% ou bien 3%. Ce qui sort, c'est 1%. Ce n'est pas nocif. D'accord? Mais s'il choisit un mauvais milieu, hein, il peut recevoir 50%. D'accord? 50% de radiation, ce n'est pas une chose facile. Donc maintenant, j'ai dit le coefficient d'atténuation aussi, ce qu'on appelle massique. Vous voyez que si je divise ici par ρ et je multiplie par ρ, donc ce coefficient-là, je l'appelle tout simplement coefficient d'atténuation massique. D'accord? Massique. Et dans ce cas-là, vous voyez que l'épaisseur, je ne vais pas l'exprimer en centimètres. Donc j'ai un milieu. Si vous regardez dans certains livres, on vous donne l'épaisseur, on vous dit je prends une épaisseur qui est égale à 20 grammes par centimètre carré. L'épaisseur qui est exprimée en grammes par centimètre carré. Donc je peux exprimer l'épaisseur, on vous dit l'aluminium, et je prends par exemple 20 grammes par centimètre carré. Mais dans des livres, on vous dit l'épaisseur c'est 20 grammes par centimètre carré par exemple, ou bien 30 grammes par centimètre carré. Donc si vous regardez les livres, vous trouvez l'épaisseur comme ça. Parfois on donne linéaire, on vous dit 1 cm, 2 cm, etc. Mais dans la plupart des livres, vous trouvez des grammes par centimètre carré. D'épaisseur, 20 grammes par centimètre carré. Ensuite, il y a l'autre définition, ce qu'on appelle l'épaisseur moitié. C'est l'équivalent de la période. Vous voyez que tout ce qu'on a fait pour la radioactivité, on le retrouve pour cette loi-là. Donc l'épaisseur moitié, c'est tout simplement l'épaisseur qui permet d'absorber la moitié des photons. Lorsque 50% des photons sont arrêtés, l'épaisseur que j'ai mise, c'est
tout simplement ce que j'appelle épaisseur moitié, ou bien CDA, ou bien atténuation, demi-atténuation si vous voulez. La couche de demi-atténuation. Donc on l'appelle tout simplement absorption moitié. C'est l'épaisseur qui absorbe la moitié des photons incidents. J'avais I0, après une épaisseur X1,5, j'ai I0 sur 2. C'est comme la période pour le noyau radioactif. Donc pour déterminer l'épaisseur moitié, je n'ai qu'à écrire la même chose. I de X1,5 égale I0 sur 2, donc égale I0 epsilon moins mu X1,5. Donc X1,5 est égal à log de 2 sur mu. Donc ça vous donne le mu, là comment on varie le mu en fonction de l'énergie, d'accord, la variation du mu en fonction de l'énergie. Vous voyez que je prends toujours le total, mais si je décompose ça en différents effets, l'effet photoélectrique, l'effet Compton impair, vous voyez, à basse énergie, vous avez l'effet, vous voyez que en bleu, c'est l'effet photoélectrique, d'accord, vous voyez que ça arrive, mais le coefficient est très faible lorsque je suis à quelque chose qui est inférieur à 1, mu inférieur à 1 cm moins 1. Mais vous voyez que haute énergie, le vert, c'est pratiquement création de paires. D'accord, le mu, c'est égal au mu de création de paires, pratiquement. La partie intermédiaire, etc., là, vous voyez que c'est l'effet Compton. Donc ça vous donne les variations relatives, si vous voulez, qui vous donnent le mu en fonction de l'énergie des photons. Mais vous avez le total, c'est la courbe totale, donc vous pouvez avoir le mu total, qui est la somme des trois. Maintenant, il nous reste le dernier type de particules, c'est les neutrons. Les neutrons, éventuellement, c'est différent des autres. Les neutrons, j'ai dit, ce sont des particules qui n'ont pas de charge. Et s'ils n'ont pas de charge, ça veut dire qu'ils peuvent s'approcher du noyau sans aucun problème. Si j'ai un proton, le proton, lorsqu'il s'approche du noyau, il a la répulsion coulombienne. D'accord, j'ai le noyau et j'ai, si vous voulez, le proton qui recule, même charge. Donc automatiquement, il doit y avoir une répulsion coulombienne entre le proton et le noyau. Donc ça veut dire que si je ne donne pas une grande énergie à ce proton, il ne va pas s'approcher, hein, il ne peut pas entrer à l'intérieur du noyau. Donc je dois donner une grande énergie pour que ce noyau, ce proton, si vous voulez, entre à l'intérieur du noyau, ou bien interagit directement avec le noyau. Pour le neutron, il n'a pas de charge. Donc tu l'envoies même avec 1 électron-volt et il peut entrer à l'intérieur du noyau. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas quelque chose qui va l'empêcher. D'accord? Donc c'est une particule qui est très pénétrante et qui est éventuellement dangereuse. Pourquoi? Parce que son mode d'interaction, c'est différent. Ce n'est pas comme les particules chargées. Il n'y a pas de diffusion coulombienne. Il n'y a pas d'interaction avec les électrons. C'est-à-dire le neutron, il entre. Pour interagir avec un électron, c'est très faible. L'interaction est très faible. Et de plus, le neutron, c'est une grosse particule. Donc lorsqu'il entre en choc avec l'électron, le neutron, il va continuer son chemin, pratiquement. Donc l'électron, il va partir, mais c'est rare. D'accord? Oui, il a perte d'énergie, si vous voulez, il est très très faible. Donc le neutron ne va pas perdre son énergie de cette manière, avec les électrons. Donc pratiquement, il va perdre son énergie avec le noyau. Ce n'est pas avec les électrons atomiques. Donc avec l'interaction avec les électrons, c'est complètement négligeable. Vous voyez que c'est différent des autres. Donc c'est une particule qui n'a pas de charge et c'est complètement différent des autres. Donc pour les neutrons, on les classe en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les neutrons rapides. Les neutrons rapides, c'est les neutrons qui ont tout simplement une énergie qu'on voyait là-bas, c'est 0,8 MeV. Donc 1 MeV, 2 MeV, 3 MeV, 4 MeV, ça c'est des neutrons qu'on appelle rapides. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les neutrons épithermiques. Les neutrons épithermiques ou bien intermédiaires, ils ont une énergie, vous voyez, contre 1 électron-volt. Vous voyez que maintenant je parle de 1 électron-volt. 1 électron-volt et 0,8 MeV. Donc ça c'est ce qu'on appelle un neutron intermédiaire. Et il y a ce qu'on appelle le neutron thermique. Ça, vous voyez que c'est l'énergie inférieure à 1 électron-volt. Ce n'est pas des MeV, 1 électron-volt. Donc ces neutrons-là, c'est les neutrons qui participent à la fission, c'est-à-dire pour avoir la fission du l'uranium-235, hein, je n'ai pas besoin d'utiliser le neutron rapide. Les neutrons rapides ne peuvent pas donner de fission. D'accord? Si j'envoie un neutron avec 2 MeV ou bien 3 MeV ou bien 4 MeV sur l'uranium-235, je ne vais pas obtenir la fission. La fission s'obtient, si vous voulez, avec des neutrons thermiques, c'est-à-dire 0,0025 électron-volt. Donc c'est très faible énergie. Le neutron, il vient avec une très faible énergie, il entre à l'intérieur du noyau et il produit le noyau composé et ensuite il y a la fission, si vous voulez. On va revenir à ça. Maintenant, ça c'est les 3 mécanismes et les différents types d'interactions. Les différents types d'interactions maintenant pour les photons, il y a 4 interactions pratiquement, 4 types d'interactions. Il y a ce qu'on appelle les diffusions élastiques. Diffusion élastique, maintenant vous voyez que je n'ai pas de charge. Ça veut dire que c'est la même chose que si j'ai des boules. J'ai des particules, une masse M1, une masse M2, ils entrent en interaction.
Donc la diffusion élastique, c'est la boule numéro 1, il va heurter la boule numéro 2 et ils vont partir la boule numéro 1 de ce côté et l'autre de l'autre côté. Ça veut dire que je vais avoir quelque chose de ce genre. J'ai ça c'est le neutron par exemple, N01, N de la masse M1 par exemple, et j'ai la particule 2, ça c'est par exemple le noyau, ça c'est un autre noyau, ça aussi c'est un noyau, donc, parce que c'est à l'état final, je vais avoir le neutron, le noyau par exemple, ça c'est M1, il va partir avec une certaine énergie cinétique T1, une vitesse V1 et une quantité de mouvement P1. Et il va faire un angle θ par exemple. Ensuite, j'ai cette particule-là, ça c'est M2, donc la particule M2, il va avoir T2, V2, P2, et il va faire un angle φ par exemple. Et c'est un phénomène de diffusion simple. C'est un phénomène de diffusion simple que je peux étudier pour déterminer les énergies. Maintenant, la perte d'énergie, c'est quoi? Cet électron-là, il vient avec une vitesse, par exemple, V0 et une énergie cinétique T0. D'accord? Il a une certaine énergie cinétique T0, une vitesse V0. Hein, il entre en interaction avec ça et l'état final, j'obtiens le neutron, il va partir d'un côté et le noyau, il va partir, par exemple, de l'autre côté. Donc maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est la perte d'énergie. Si je veux connaître lors de ce choc-là, quelle est l'énergie perdue par cette particule? Cette particule vient avec T0 et il va sortir avec T1. D'accord? C'est T1. Il vient avec T0 et lors d'une interaction, c'est-à-dire la première interaction qu'il interagit avec un noyau, hein, il va avoir une énergie cinétique T2. Donc ça c'est la diffusion élastique. Je vais avoir conservation de l'énergie cinétique totale. Donc je n'ai pas de modification des particules. La nature des particules est la même et j'ai conservation de l'énergie cinétique. Donc c'est une réaction du type X, hein, neutron plus X, il va me donner neutron plus X. D'accord? C'est un phénomène de diffusion. D'accord? Il frappe et deux particules. Maintenant, je peux étudier ça. Hein, je peux étudier en fonction de θ, par exemple. Je fixe θ et je cherche, par exemple, V1, V2, etc. Donc, je peux étudier maintenant, je peux déterminer T1. Vous pouvez le faire facilement. Conservation de l'énergie, conservation de la quantité du mouvement, 3 inconnus, 3 équations. Vous pouvez résoudre le problème et vous pouvez déterminer T1. T1, c'est 1 demi M1 V1. V1, je peux la déterminer aussi facilement. Donc, si je connais T1, donc la perte d'énergie, ça va être delta T égale T0 moins T1. Ça, c'est la perte d'énergie. Il est entré avec 5 MeV, il est sorti avec 3 MeV. Donc, combien il a perdu? Il a perdu 2 MeV. Maintenant, pour moi, si vous pouvez le faire, si vous avez le temps, hein, comment je dois choisir M2 pour que delta T soit max? Quel est le choix? Quel est le matériau que je dois placer pour ralentir le neutron? Si je veux ralentir le neutron, ça veut dire leur faire perdre le maximum d'énergie lors de chaque choc. Lors de chaque choc, quel est, si vous voulez, le noyau, quelle est la masse du noyau M2 que je dois présenter pour avoir la perte d'énergie maximale. Donc si vous faites ça et vous l'étudiez, je pense que vous l'avez sur le polycopier, donc le milieu que vous devriez choisir, ce n'est pas le plomb. D'accord? Ce n'est pas l'aluminium, ce n'est pas le cuivre. Vous êtes obligé de choisir un milieu, si vous voulez, très léger. Si vous étudiez ça en fonction de M2, vous trouvez que M2 doit être de l'ordre de Mn. Il faut lui présenter un milieu léger. Par exemple, l'hydrogène, par exemple, paraffine. Paraffine ou bien, par exemple, l'eau. L'eau, c'est H2O. Donc, pour ralentir le neutron, je dois présenter un milieu hein, qui contient, si vous voulez, des noyaux qui sont légers. Par exemple, H2O, D2O, le graphite, etc. C'est ce que vous voyez dans le réacteur nucléaire. Dans le réacteur nucléaire, si vous voulez, pour thermaliser le neutron, d'accord, parce qu'on a besoin, si vous voulez, de ralentir le neutron rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on fait reculer, si vous voulez, ces neutrons dans l'eau, H2O, ou bien dans le D2O, ou bien parfois le graphite. La perte d'énergie maximale si hein, le milieu est léger, contient des noyaux légers. Par exemple, l'hydrogène, comme j'ai dit, la paraffine, quelque chose qui contient l'hydrogène, beaucoup d'hydrogène. Ou bien, pour ce qu'on utilise dans le réacteur, par exemple, c'est H2O, ou bien D2O, l'eau lourde, ou bien le graphite. Donc, vous avez plusieurs filières de réacteurs, et ça dépend de ce qu'on appelle le modérateur du réacteur. Il modère les neutrons.
Les neutrons qu'on produit sont rapides. Il faut leur perdre l'énergie pour les rendre thermiques. Et c'est après qu'ils vont donner la fission. Donc ça, c'est le premier type de diffusion. Ça, c'est surtout pour les noyaux, pour les neutrons rapides et épithermiques. Les deux premières catégories, parce qu'ils ont une énergie cinétique un peu grande. Donc, pour leur faire perdre l'énergie, j'ai dit, on utilise, c'est le mécanisme principal de perte d'énergie. C'est diffusion élastique. Maintenant, deuxième mécanisme, c'est la diffusion, cette fois-ci, inélastique. D'accord, diffusion inélastique. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Donc, dans ce cas-là, on a tout simplement un neutron plus un noyau XZA qui va me donner un noyau XZA plus 1. Vous voyez que le noyau X, il va absorber le neutron. Donc, le neutron, il va entrer à l'intérieur du noyau, il va me former un autre noyau qui a A plus 1 cette fois-ci. Ça augmente d'une unité et qui est excité. D'accord? Par la suite, celui-là, il va me donner, si vous voulez, un neutron plus XZA, plus éventuellement un gamma. Il va me donner ça excité et ça, il va me donner un gamma. Donc, j'écris au total. Donc, vous voyez que j'obtiens la réaction, c'est neutron plus X, il va me donner neutron plus XA. Et cette fois-ci, j'ai gamma. Donc, c'est une diffusion inélastique. Je n'ai pas de conservation de l'énergie cinétique. Donc, c'est une diffusion inélastique. Donc, on peut avoir ça également. Mais ça passe par réaction nucléaire. Donc, vous voyez que j'ai formation de ce noyau composé. Donc, il y a ce qu'on appelle formation du noyau composé. Le noyau, il a capturé, il a absorbé le neutron, il a formé un noyau qui contient un neutron de plus, et il est instable, et il se désintègre en donnant un neutron plus un noyau X excité, ou le noyau X excité, il va se désexciter en émettant un gamma. Donc ça, c'est la diffusion, si vous voulez, inélastique, qui passe par formation du noyau composé. Neutron entre dans le noyau, il forme ce noyau composé, d'accord, et il va me donner par l'état final, un neutron plus X, ZA étoile, ou avec le X étoile, il va me donner X plus gamma, tout simplement. Donc ça, c'est la diffusion inélastique. Ou bien, le troisième mécanisme, c'est des réactions de capture. Donc, réaction de capture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le noyau, il va capturer le neutron, d'accord? Il va former un noyau composé excité qui se désexcite, cette fois-ci, en émettant un gamma. Mais j'ai toujours le noyau XA plus 1. Vous voyez que j'ai ça, N01 plus XZA, qui va me donner XZA plus 1, d'accord, excité. Ou ça, il va me donner XZA plus 1 plus gamma. Ça, c'est une capture radiative. Le noyau, il capture un neutron, il irradie un gamma. Capture radiative. On peut aussi avoir des réactions de type NP. D'accord? Ça veut dire le noyau, il capture le neutron, et à l'état final, il va me donner un proton plus le noyau résiduel. Donc ça vous rappelle ce que j'ai dit la dernière fois lorsqu'on a parlé des neutrons cosmiques. Neutron, il interagit avec l'exemple, par exemple. Le neutron, il interagit avec l'azote 14. Le résultat, c'est un proton plus carbone. Donc la relation que je note NP, c'est tout simplement une réaction de type X plus N qui va donner Y plus P. C'est ça la réaction NP. Le noyau X, il est comme ça, on ne l'écrit pas. Hein? X, il va capturer le neutron, il va me donner Y plus proton. C'est ça la réaction du type NP. L'exemple, j'ai dit, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est ça, c'est une capture radiative, la capture NP, réaction de capture de type NP. Ça peut être aussi N-alpha. D'accord, ça peut être N-alpha. Ça veut dire que le noyau, il va capturer le neutron et il va me donner un alpha plus le reste. Donc l'exemple, c'est une réaction de ce type-là, X, N, alpha, Y. Donc l'exemple que je vous donne ici, par exemple, le lithium 6, il va capturer le neutron et il va me donner l'état final alpha, c'est-à-dire He2,4, plus le tritium. D'accord? Donc ça, c'est une réaction N-alpha. Il a capturé le neutron et il m'a donné une particule alpha. Donc ça, c'est une réaction du type N-alpha. Ensuite, ça aussi, c'est pour les réactions. Ça peut être surtout pour les réactions
Pour les noyaux intermédiaires, en général, qu'on a ça, le neutron intermédiaire épithermique. Maintenant, pour les neutrons thermiques, ça c'est pour la fission, ça c'est en général, vous voyez que j'ai dit la réaction de fission. Vous voyez que j'ai le noyau X, il va capturer le neutron, il forme un noyau composé comme avant, et par la suite le noyau fragmente en deux parties. Il y a deux fragments F1 et un fragment F2, et en plus de ça, il va me donner des neutrons. D'accord? Il va me donner ce nu, c'est quelque chose, c'est en moyenne 2,5. Ça peut me donner par exemple 3 neutrons ou bien 2 neutrons, ça dépend des réactions. Donc en moyenne, là j'ai mis 2,5. Il n'y a pas de 0,5 neutrons, c'est en moyenne 2,5. D'accord? Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être... Mais en moyenne, c'est 2,5 on dit. Donc si je suppose par exemple qu'il va me donner 3 neutrons, donc il absorbe le neutron, il va me donner le fragment F1, par exemple le baryum ou bien le strontium, etc., le fragment F2, et il va me donner en plus de ça des neutrons. Vous voyez que les neutrons que j'obtiens dans ce cas-là sont des neutrons rapides, c'est des neutrons qui ont une grande énergie. Donc maintenant, si je suis dans le cas, si vous voulez, d'un réacteur nucléaire, j'ai le combustible, je bombarde au début avec des neutrons thermiques, je produis une réaction de fission, ça va me donner fragment F1 plus fragment F2, et il va me donner des neutrons rapides. Si maintenant je veux avoir une réaction en chaîne, ça veut dire que la réaction s'enchaîne d'elle-même. Je ne vais pas bombarder à chaque fois par des neutrons. C'est ça le réacteur nucléaire. Donc en principe, les neutrons, au début tu déclenches la réaction, mais après, les neutrons, c'est les neutrons que tu produis. Vous produisez par exemple 3 neutrons. Ces neutrons-là, j'ai dit, ils sont rapides, ils ne vont pas donner de fission. Donc qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je dois ralentir ces neutrons. Je dois ralentir ça par diffusion élastique, ce qu'on avait vu au début. D'accord? Donc pour ça, je dois présenter un milieu là où ils perdent le maximum de leurs énergies. Donc c'est un milieu léger. C'est pour ça que j'ai dit l'eau. D'accord? L'eau, c'est un milieu modérateur, ce qu'on appelle un modérateur. Donc il modère l'énergie, il permet, si vous voulez, de thermaliser les neutrons. Donc le modérateur, il modère l'énergie des neutrons. Donc il diminue l'énergie des neutrons. Une fois qu'ils deviennent thermiques, il y a les réflecteurs, etc., qui ramènent ces neutrons, si vous voulez, au combustible. Ils vont me donner une deuxième réaction de fission. Vous voyez que si au début j'ai une réaction, ça va me donner 3 neutrons. Si maintenant je thermalise les 3 neutrons, je les rends thermiques, ils vont perdre leurs énergies dans l'eau ou bien le graphite, etc. Et ils sont réfractés vers le combustible. Donc ces neutrons, chaque neutron là, il va me donner 3 fissions. Il va me donner une fission. Donc chaque neutron, il a la première fission, deuxième fission, 3 fissions. Cette fission-là, il va me donner 3 autres. Ça, il va me donner 3 autres. Ça, il va me donner 3 autres. Les autres, etc. Vous voyez que vous allez obtenir une réaction en chaîne qui est divergente. Donc ça va diverger. Au début, j'avais un neutron. Ça va me donner 2 fragments et plus 200 MeV d'énergie, parce que l'énergie dégagée, c'est à peu près 200 MeV, 220 MeV. Maintenant, j'obtiens 3 neutrons. Si j'utilise les 3 neutrons dans le réacteur, si j'utilise les 3 neutrons, donc chacun, il va me donner 200 MeV, 200 MeV, 200 MeV. Après, chacun, il va me donner 3 neutrons. 200 MeV, 200 MeV, 200 MeV, 300 MeV. Vous allez cumuler, si vous voulez, une énergie qui est énorme. Donc, si je n'arrête pas ce phénomène-là, je vais avoir une explosion. D'accord? La bombe, c'est quoi? La bombe, c'est ça. Au début, vous déclenchez la réaction et vous laissez la réaction en chaîne se déclenche d'elle-même. Donc, si vous voulez, à chaque fois, j'ai production, par exemple, de 3 neutrons. Les 3 neutrons, chacun, il va interagir. Et lors de chaque fission, j'ai 200 MeV, 220 MeV. Vous voyez que l'énergie cumulée, si vous voulez, c'est une énergie qui est énorme. Et c'est ça, c'est une explosion. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction divergente. Donc, c'est le principe d'une bombe. Le réacteur, lui aussi, c'est une bombe, mais il est contrôlé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le réacteur? Au début, on déclenche. Mais on monte, si vous voulez, on essaie de monter la puissance, d'accord? Une fois que j'arrive à une certaine puissance que je désire, j'arrête le neutron. D'accord? J'avais au début, par exemple, chaque neutron atteint l'état, et les 3 vont revenir. Maintenant, si je contrôle, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, une fois que j'arrive à une certaine puissance, dans un temps, si vous voulez, très court. Donc, une fois que j'arrive à une certaine puissance, pour maintenir le réacteur, si vous voulez, contrôlé, j'introduis des barres et je ne laisse pas 2 neutrons. J'arrête, par exemple, 2 neutrons et je laisse uniquement un neutron. La réaction d'après, j'arrête les 2 et je laisse uniquement un. Comme ça, si vous voulez, la réaction sera constante et la puissance, si vous voulez, produite, il va être toujours constante.